Les grandes annonces budgétaires de François Bayrou continuent à faire des remous, à provoquer un débat, un tollé parfois. On va en parler avec notre invité Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise, président de la commission des finances à l'Assemblée. Vous avez parlé, juste après les annonces de François Bayrou, de musée des horreurs. Et à mesure que vous entendez les détails de certaines mesures, vous maintenez ces propos? C'est clair, ça le renforce. Et alors là, notamment, cette nouvelle polémique sur l'idée que on monétariserait une semaine de congés payés, la 5e semaine, c'est le recul, en gros, au fur et à mesure sur toutes les conquêtes sociales. Ils ont commencé sur les retraites, là maintenant, c'est les congés payés. Voilà. Le problème en France, c'est que le travail n'est pas assez payé. Le travail qu'on fait déjà. Les salaires ne sont pas suffisants. Bon, donc la question, elle est là. Elle n'est pas de forcer les gens à travailler plus pour gagner plus. Parce qu'à ce compte-là, on revient sur tout. C'est-à-dire, on revient sur pourquoi on se contenterait après tout de revenir sur une semaine de congés payés. On pourrait bien décider 5 semaines. Et puis, on pourrait décider que ce n'est pas 64, 65, mais c'est 67. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure, on revient sur, en gros, toutes les conquêtes sociales depuis la libération. Alors, ce que dit la ministre du Travail, c'est qu'à ce stade, c'est une proposition. Les partenaires sociaux sont invités à en discuter. Donc, la ministre, elle nous dit que ce n'est pas du tout une mesure, c'est une proposition aux partenaires sociaux d'en discuter. C'est François Bayrou qu'on a parlé l'autre jour. De même, il a parlé, après le budget, de l'idée de déréguler le marché du travail, de s'attaquer encore un peu plus au code du travail, c'est-à-dire qui protège les salariés, s'attaquer aussi à l'assurance chômage. Donc, vous voyez bien que tout ça, c'est à chaque fois, on nous dit après, on n'a peut-être pas voulu dire ça, mais n'empêche, tout est dans la même ligne directrice. C'est également ce qui conduit à s'attaquer aux retraités. On s'attaque aux revenus du travail ou aux revenus qui découlent du travail. Voilà, donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Moi, je pense que dans ce pays, c'est pas le travail qui coûte trop cher, c'est le capital qui a un coût trop cher. Voilà, et c'est la politique qui a été menée et qui aujourd'hui nous emmène dans la situation économique mauvaise dans laquelle nous sommes. Mais si on revient sur cette idée donc de pouvoir racheter une semaine, la 5e semaine de congés payés, et de se la faire évidemment rémunérer en échange, si c'est sur la base du volontariat que certains salariés souhaitent gagner un peu plus et se disent qu'ils ont trop de vacances. Oui, mais on nous a fait le même coup sur le travail de dimanche d'ailleurs. Mais sur la base du volontariat. Et au nom du volontariat, finalement, on revient sur tout ce qui est, j'allais dire, est du domaine des conquêtes sociales, justement, auquel je tiens. Les salariés ont le droit de s'arrêter, et c'est même bien qu'ils puissent s'arrêter pendant 5 semaines par an. Les salariés devraient pouvoir continuer à partir à la retraite en bonne santé, à un âge suffisamment tôt, etc., etc. Tout ça, au départ, c'est pas des choses qui leur ont été données. C'est des conquêtes qui ont été obtenues. Tout simplement parce que je vous rappelle que sans la force de travail des gens, des salariés, il n'y a pas de richesse dans ce pays. Donc c'est quand même normal qu'en contrepartie, il y ait des avantages. Et là, c'est sur tout ça qu'on va revenir. En plus, économiquement, c'est stupide. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est dans un moment où la productivité baisse. C'est la première fois depuis la Ve République. Ça veut dire que les entreprises estiment qu'elles ont déjà trop de gens par rapport à la richesse qu'elles produisent. Tant qu'on ne règle pas ça, c'est pas la peine d'aller s'inventer des 5e semaines qui finalement seraient payées, où les salariés devraient travailler, etc. Parce que vous n'allez pas créer comme ça de la productivité. Donc économiquement, c'est mauvais. Socialement, c'est injuste. Et puis, j'allais dire que c'est quelque chose qui note finalement ce gouvernement. Ce gouvernement s'attaque au monde du travail. Mais là, du côté du socle commun, de la droite aussi, on entend un autre constat que le vôtre. Évidemment, vous allez me dire, c'est qu'il n'y a pas assez de productivité, effectivement, parce qu'on travaille pas assez en France. Et donc, là, on a parlé à l'instant de l'idée de racheter une semaine de vacances. Mais vous avez entendu ce que proposent certains dans le socle commun. Mathieu Lefebvre, on l'a entendu, dire que finalement, il faudrait peut-être remettre en question, remettre en cause les 35 heures. Bien sûr. Donc, derrière ça, voilà, ça, c'est un bon exemple. Au début, il y a eu les 35 heures. En fait, les 35 heures, c'est quoi? C'est un cadre légal hebdomadaire. Bon. Ces gens-là rêvent d'en finir avec ça. Ils rêvent de venir au fait que les salariés sont corvéables à merci. Ils le disent très clairement d'ailleurs. Voilà. Le vrai sujet, c'est les 35 heures. Voilà, comme en plus on baisse les salaires, les gens sont obligés de travailler toujours plus pour arriver à gagner leur vie. Voilà, c'est le monde dont ils rêvent. Et donc, les 35 heures, au début, on a dit « Ah, mais il sera peut-être possible de faire des heures supplémentaires et on va, par exemple, les payer 2 fois plus. » Puis après, on a dit « Ah ben non, on va les payer 1,5 fois de plus. » Et puis, au bout d'un moment, on considère qu'en réalité, il faudrait plus de 35 heures du tout. C'est la même la question sur les 5e semaines de congés payés. On va dire il y a la 5e semaine, finalement, on peut la monétariser. Alors, au début, on va la payer plus. Puis après, vous verrez qu'on la paiera autant. Et puis après, ça sera finalement considéré comme une semaine normale. Donc, cette politique-là, en réalité, pense que les travailleurs doivent être corvéables à merci, sous la pression, j'allais se dire, entre guillemets, du capital, et je parle surtout des grandes entreprises. Donc moi, ce monde-là, je ne le souhaite pas. Ça, c'est le monde du 19e siècle, oui, mais le monde d'avant les conquêtes sociales. Est-ce qu'elles ont donné les résultats escomptés? L'un des objectifs, c'était de créer de l'emploi aussi. Oui, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a marché? Vous savez que quand les 35 heures ont été créées en France, il y a eu la plus grosse augmentation d'heures travaillées dans ce pays.
la plus grosse augmentation. Bon. Donc, progressivement, on est revenu dessus. Mais il y a eu, parce qu'en même temps, il y avait du partage du travail. Donc, c'est pas cette question-là. Moi, je crois que la question de fond qui est posée et qu'on ne peut pas contourner en disant aux gens, vous gagnerez plus que si vous travaillez plus, c'est de faire en sorte de créer les conditions pour que, alors par la croissance, une bifurcation écologique qui fait marcher l'économie, par aussi une augmentation des salaires, voilà, parce que dans le partage de la valeur ajoutée, ce qu'on partage, comment on partage des richesses, il y a de plus en plus d'argent qui va vers le capital et qui part en dividendes surtout, et pas assez vers les salaires. Il faut augmenter les salaires et vous verrez que les gens consommeront. La consommation, c'est de l'activité économique, c'est des rentrées, des recettes, des impôts, des cotisations. Et à mon avis, ça marchera mieux que la politique qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de temps de travail en France. On n'est pas en dessous de la moyenne européenne. Les Français ne travaillent pas moins que les autres. Non, c'est pas vrai. Vous avez vu, il y a même eu une fake news. Il y a la ministre Amélie de Montchalin qui a dit « Ah, on travaille 100 heures de moins que les Allemands. » Les salariés allemands. Puis on s'est aperçu qu'en réalité, ils avaient pris l'ensemble de la population, ce qui ne veut rien dire. Non, il y a les Français ne travaillent pas moins. Par exemple, les fameux jours fériés, la France est en dessous de la moyenne européenne. Donc il faut arrêter avec cette histoire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pendant des années, la productivité des Français, des travailleurs en France, était supérieure, y compris largement supérieure aux Allemands. Et que ça, aujourd'hui, s'est remis en question. Et donc, il faut s'interroger sur comment on recrée de la richesse. Pour recréer de la richesse, par exemple, ça passe par le fait qu'au lieu d'avoir une politique, j'allais dire chiche, d'austérité, comme on connaît, où on réduit les moyens de l'État, au contraire, on investit, par exemple. On investit dans la bifurcation écologique, on investit dans des mécanismes de solidarité qui fait que les gens, ils ont de l'argent à dépenser et on crée de la richesse. C'est comme ça que ça peut se relancer. La politique qui est menée aujourd'hui, c'est une politique de récession à terme. Vous avez d'ores et déjà annoncé que vous alliez voter la censure. Pour vous, il n'y a pas moyen de discuter, de négocier. Est-ce que ce n'est pas une manière de se défausser finalement, de ne pas avoir envie d'apporter des solutions face à la situation dans laquelle se trouve la France? Mais on a fait l'expérience de ça. L'an dernier, en septembre 2024, excusez-moi, on a eu un budget et l'Assemblée l'a complètement transformé. Donc voilà, l'Assemblée a donné sa loi. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? C'était le gouvernement Barnier. Il a dit, moi, ce qui a été amendé par l'Assemblée, je ne veux pas en entendre parler. On fait le 49.3, on réimpose notre budget. Donc on les connaît. Ils sont là. Monsieur Macron a décidé de laisser des minoritaires gouverner pour appliquer sa même politique qui consiste en gros au nom de cadeaux aux plus riches, pour aller vite, on attaque le monde du travail, on attaque l'État, on attaque les services publics, on attaque la protection sociale. Et cette politique-là, il ne veut pas en démordre. C'est la raison pour laquelle, il y a un an, il ne nous a pas laissé la possibilité de gouverner. Donc ne croyez pas que ces gens-là vont essayer de modifier tout leur budget. Ils ne sont pas là pour ça. Donc ils vont aller jusqu'au bout. Et nous, en conséquence, on les censurera. Est-ce que vous comprenez que les socialistes ils pensent autrement? On a entendu François Hollande, notamment, l'ancien président, qui dit on peut améliorer cette copie, on peut obtenir des résultats pour la France, pour les Français. Alors, j'ai entendu François Hollande, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas le président du groupe socialiste, ni le responsable du PS. Donc, moi, je regarde ce que dit Olivier Faure. Ce que dit Olivier Faure, ce que disent les socialistes, c'est que ce budget ne va pas et qu'ils veulent bien discuter. Ça, je pense que c'est déjà un problème, parce qu'à mon avis, ça laisse peut-être penser que François Bayrou peut nous diviser, puis essayer de, comme il l'avait fait la dernière fois, en échange de quelques miettes, arriver à la non-censure. Donc pour ça, je dis qu'à mon avis, on ferait mieux de ne pas faire semblant de discuter. Mais par contre, ce que j'entends aujourd'hui, donc moi j'écoute, c'est que tout le budget est mauvais. Ils sont pas, le Parti socialiste ne dit pas que ce budget, il est modifiable sur quelques aspects seulement. Il explique qu'il faudrait complètement le remettre sur la table. Ce n'est pas ce que va faire François Bayrou. C'est pour ça que vous verrez que je pense que ça se terminera par une censure. Mais les socialistes, par exemple, qui voudraient obtenir une contribution des plus aisés, des plus fortunés, c'est quelque chose qu'ils pourraient obtenir au terme d'une négociation. Oui, mais la contribution des plus aisés, encore une fois, l'année dernière, on l'a obtenue. À l'Assemblée nationale, on a voté 60 milliards de cotisations des plus aisés. Je rassure tous les gens qui vont payer plus d'impôts cette année, puisqu'ils auront leur barème qui ne remonteront pas. Nous, on ne touchait que les plus riches. Et ils ont tellement accumulé de richesses qu'on permettait à l'État de gagner 60 milliards de recettes en plus. Bon, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc François Bayrou ne va pas. Pour l'instant, ils ont dit on va mettre à peu près 4 milliards, on va taxer les plus riches. C'est-à-dire 10% seulement de l'effort national. Tout le reste, c'est tous les Français qui vont devoir le compenser. Donc je ne pense pas, je ne crois pas une seconde que François Bayrou, par exemple, va appliquer la taxe Zucman. Ils nous ont dit non. On porte la taxe Zucman. C'est-à-dire 2% sur le patrimoine, ça rapporte 15 milliards d'euros. 2% sur les très très riches, les ultra riches. 100 millions d'euros. Je rassure tous les gens qui nous écoutent, la plupart ne sont pas concernés. 2%, ça rapporte 15 à 20 milliards d'euros. François Bayrou a déjà répondu. Il a dit qu'il en est hors de question. Bon.
Donc à partir de là, moi j'entends ce qui se dit et je ne pense pas, j'espère en tout cas, c'est pour ça qu'à mon avis je préférerais qu'ils n'aillent pas discuter avec François Bayrou, je le dis aux socialistes, mais je ne pense pas que cette fois-ci ils vont accepter quelques miettes comme la dernière fois. Alors les leaders des organisations syndicales se sont réunis cet après-midi. Ils se disent très agacés, très énervés même par certaines des propositions du gouvernement. Ils se donnent rendez-vous le 1er septembre pour discuter d'une éventuelle journée de mobilisation. Vous la souhaitez, cette journée de mobilisation ? Oui, moi je pense que à présent il y a tellement de raisons pour que les gens se mobilisent et je sais que parce que j'écoute un peu ce qui se dit dans la rue, dans le métro et autres, les gens en ont marre. Les gens en ont assez dans ce pays, réellement, parce qu'ils ont l'impression qu'on demande toujours l'effort aux mêmes, aux classes populaires, aux classes moyennes, à tous ceux qui travaillent. Bon, donc ils en ont assez. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait des mobilisations pour pousser. Il faut que la situation change. On ne peut pas continuer comme ça. Bon, et donc pour que les choses changent, il faut censurer. Et moi ce que j'espère, c'est de retourner aux urnes. Voilà. Le mieux, ça serait qu'ils nous permettent de gouverner. Je ne crois pas que M. Macron va le faire, mais après tout, pourquoi pas? Nous, on est prêt à gouverner. Voilà, on est prêt à être Premier ministre, on est prêt à gouverner ce pays, on a un programme. Il a été majoritaire il y a un an. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut retourner aux urnes. Le mieux, ça serait que M. Macron démissionne. Vous ne craignez pas de déstabiliser encore un peu plus la France? On a vu le constat qui a été fait par François Bayrou, la France en très grand danger. Oui, mais vous savez, au nom de la stabilité, on ne peut pas laisser des minoritaires appliquer un programme qui est minoritaire dans le pays. Parce que ça, ce n'est pas démocratique. Et après, ça, c'est l'extrême droite. On a connu dans le passé des expériences pareilles où les gens qui étaient minoritaires sur une politique très inégale ont voulu garder le pouvoir et on sait comment ça va se terminer. C'est l'Allemagne dans les années 30, c'est exactement le scénario. Il y a plein de très excellents bouquins d'histoire qui sont actuels. Donc ne recommençons pas ces mêmes erreurs. Et en plus de ça, le pays déstabilisé, il est déstabilisé aujourd'hui parce qu'un homme, M. Macron, en juillet dernier, a voulu faire en sorte de laisser le pouvoir aux minoritaires. Ce n'est pas possible de gouverner comme ça. En tout cas, le pays, selon le ministre de l'Intérieur, il est déstabilisé par vous, par la France insoumise. Je voulais vous faire réagir à ce qu'a dit Bruno Retailleau. On a pu le lire notamment dans le Figaro. Le parti, la France insoumise, est la première et la pire des menaces politiques aujourd'hui. Jour après jour, les insoumis franchissent toutes les limites de ce qui est acceptable, comme lorsqu'ils se réjouissent de la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah en le désignant comme prisonnier politique, en faisant allusion à donc ce militant pro-palestinien libanais qui a été libéré après 40 ans de détention, qui est qualifié de terroriste. Il a été condamné pour des complicités d'assassinat dans l'assassinat de 2 diplomates. Vous êtes particulièrement visé. D'ailleurs, vous remarquerez, il n'a pas dit Georges Ibrahim Abdallah, il a dit Ibrahim Abdallah, il a dû se dire que ça faisait plus terroriste. Il a oublié la consonance du prénom Georges. Je parle de Retailleau. Écoutez, je vais dire une chose au ministre de l'Intérieur. D'abord, il ferait peut-être bien de se mêler de son ministère et pas de la justice, parce que là, en l'occurrence, c'est la séparation des pouvoirs, c'est une décision de justice. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que quelqu'un qui pense que l'état de droit, on peut finalement s'en passer, je pense que le danger est bien plus important pour le pays qu'une force d'opposition qui est républicaine comme la nôtre. Mais il insistait surtout sur le mot terroriste. Pour lui, Georges Ibrahim Abdallah reste un terroriste et vous ne le qualifiez pas de terroriste. Georges Ibrahim Abdallah, il vient de passer 41 ans en prison. Il est libérable théoriquement depuis la fin des années 90. Bon, la seule raison pour laquelle il a été maintenu, c'est la demande des Américains. On le sait, c'est politique. Et donc, par rapport en plus à des faits qu'il a toujours niés. Donc, encore une fois, M. Retailleau juge à la place de la justice, c'est son droit. Moi, je considère qu'un ministre de l'Intérieur qui se mêle de tout, qui se mêle des affaires étrangères avec l'Algérie, qui se mêle de la justice de ce point de vue-là, je vous le répète, c'est lui le danger de la République, surtout que c'est quand même quelqu'un qui nous a expliqué qu'il fallait revenir au droit du sang, seul Vichy l'a fait, et qui estime que c'est normal qu'un ministre de l'Intérieur dise à bas le voile, et qui fait qu'après, il y a des gens qui le prennent au mot et qui vont assassiner des gens dans les mosquées. Donc le danger pour la République aujourd'hui, le vrai danger pour la République, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui, en réalité, ne sait pas très bien ce qu'est la République. Le ministre de l'Intérieur, lui, donc, il fait allusion, il parle de terrorisme parce qu'il a été condamné dans l'assassinat de 2 diplomates. On le rappelle, oui, 2 diplomates, un Américain et un Français. Oui. Et il est choqué par le fait que... il est choqué par le fait que, de ce que j'ai compris en tous les cas, que vous ne le qualifiez pas de terroriste. Alors déjà, une première chose... Pour vous, c'est pas un terroriste. Une première chose, je vous fais remarquer que la France, à certains moments, par rapport à la cause palestinienne, puisque là, on parle de faits qui ont lieu dans les années 80, qu'il a toujours contesté par ailleurs. Mais la France, dans les années 80, je pense par exemple par rapport à l'OLP, qui a utilisé des moyens qu'on peut éventuellement contester, mais des moyens violents pour lutter pour la cause palestinienne. Je vous fais remarquer que les mêmes après, on a discuté avec eux, on a même été aidé Yasser Arafat, rappelez-vous François Mitterrand. Donc arrêtons avec cette appellation, j'allais dire, qui disqualifie par essence des gens qui se mobilisent pour une cause, là en l'occurrence c'est la cause palestinienne, et que je sache aujourd'hui, là au moment où on se parle, l'extrême violence vis-à-vis dans cette région du monde, elle est plutôt due à un État qui pour le coup utilise des moyens de terreur, au Liban, à Gaza,
etc. Et c'est peut-être plutôt à ça que M. Retailleau devrait s'attacher, plutôt que de penser que quelqu'un qui vient de passer 41 ans en prison aurait dû, parce que c'est fondamentalement ce qu'il pense, y rester toute sa vie. Voilà, ça n'existe pas, c'est pas la condamnation à mort. Donc il s'occupe de son ministère et qu'il arrête de s'occuper des affaires qui ne le concernent pas dans ce pays. Merci beaucoup Éric Coquerel, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM TV.